C'est bon, c'est parti. Euh, donc, pour vous présenter le CPIE. Donc, nous, on est le CPIE des Pays de l'Oise. Les CPIE, c'est un peu particulier comme association. Donc, CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et c'est un peu particulier dans le sens où, en fait, les CPIE, ce sont des labels. Des labels associatifs. Donc, comme tous les labels, en fait, pour être labellisé, on répond à un cahier des charges. Donc, nous, on est labellisé depuis 1994. Pour répondre à ce cahier des charges et pouvoir être labellisé, il faut répondre à plusieurs domaines de compétences. Donc, le premier, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, ça, on le fait avec les scolaires, de la maternelle jusqu'aux études supérieures. On le fait également avec le grand public, auprès de professionnels et auprès aussi enfin, de professionnels privés et aussi auprès de professionnels de collectivités locales, donc type élus et techniciens. L'autre domaine de compétences qu'on doit développer, c'est l'expertise. Donc en fait, nous, on fait de l'expertise naturaliste. On fonctionne un peu comme un bureau d'études où en fait, on va faire des inventaires, par exemple, de faune, de flore, on va faire des diagnostics écologiques pour évaluer la richesse écologique d'un milieu et ensuite donner des conseils et des préconisations pour gérer ces milieux et faire en sorte de préserver l'environnement. Donc ça, on le fait pour les collectivités. Et on le fait aussi beaucoup pour des entreprises privées qui peuvent avoir des impacts de par leur activité sur l'environnement et qui mettent en place des mesures compensatoires. Et nous, on vient évaluer si ces mesures compensatoires sont suffisantes ou non. Et le dernier domaine de compétence, c'est l'accompagnement. Donc, en fait, c'est l'accompagnement des territoires, donc des collectivités locales. Euh, si on doit résumer ces accompagnements, c'est pour les accompagner dans la transition écologique et voilà, développer plus durablement leur territoire. Et plus ça va, plus pour notre part, le CPE des Pays de l'Oise, on fait aussi de l'accompagnement d'entreprises dans leur démarche RSE. Voilà pour la présentation. Donc voilà pour la présentation. Pour la partie santé-environnement, donc ça rentre dans la partie éducation à l'environnement et développement durable, mais c'est un peu particulier. Donc, si on C'est doit un peu le donner son. une définition, hop, hop, je coupe le son pour vous, Madame Batet. Si je dois donner une définition du coup de ce que c'est la santé environnementale, en fait, ça va comprendre tous les aspects de la santé humaine, y compris tout ce qui est qualité de vie. Ça va être déterminé ça par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, phytosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc nous, le CPIE des Pays de l'Oise, on n'intervient pas sur tous les aspects de la santé environnement. Nous, on va plus intervenir sur la partie sensibilisation aux risques liés à nos produits du quotidien. Donc surtout, et en plus surtout sur les risques chimiques. Donc ça va être fait à travers d'ateliers en présentiel avec une partie théorique, une partie fabrication, via des conférences, via des webinaires. La preuve, vous êtes là ce soir. Et on fait aussi des publications, des petits livrets, etc. Et on tient aussi également des stands sur des événements par rapport à ça. Tout ça, c'est possible gratuitement pour vous euh, grâce au financement de la DREAL des Hauts-de-France dans le cadre du plan régional de santé environnement. Donc, il nous accompagne depuis plusieurs années financièrement pour développer des actions sur tout le territoire. Voilà pour la présentation. À présent, je vais arrêter de partager mon écran et je vais laisser la main à Hélène. Alors, je vais partager mon support. Hop, je vais le mettre encore. Ça sera- je le pousse. Alors, écoutez, merci à Sarah et au CPIE des Pays de l'Oise de me permettre d'intervenir devant vous ce soir. Donc, on va voir ensemble eh bien, comment éviter les risques au niveau des polluants autour de bébés et on va parler accessoires de puériculture.
Donc, j'ai découpé en trois parties. Si vous en êtes d'accord, comme on est peu nombreux, je ferai une pause entre chaque partie si vous avez envie de poser vos questions. Là, comme je partage mon écran, je ne vois pas vos questions dans le chat, mais j'y répondrai bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez, au moment où je fais des pauses, les poser par oral, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Voilà. Alors, déjà, donc là, ça va pas vraiment parler d'épaulement. Donc, pardon, excusez-moi. L'objectif, ça va être de vous donner un petit peu de connaissances sur finalement quels risques au niveau des polluants peuvent exister dans certains articles de puériculture et surtout, bah, finalement, comment par des conseils simples et pratiques, on peut réduire ces polluants et du coup créer l'environnement le plus sain possible autour de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'un article de puériculture? Alors, si on prend la législation française, c'est défini, il y a une définition des articles de puériculture. Donc, en fait, ça va être tous les objets qui vont assurer ou faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement ou la protection physique des enfants de moins de 4 ans. Voilà ce qui est noté, en fait, dans la législation française. Et au niveau de la protection du consommateur, donc il y a des exigences de sécurité, d'accord? Il faut qu'en fait, quand l'enfant utilise l'objet dans des conditions normales et des enfants dont l'âge correspond à l'objet, ben, qu'il n'y ait pas de risque de sécurité pour sa sécurité physique, qu'il n'y ait pas de risque au niveau microbien, qu'il n'y ait pas de risque au niveau des polluants chimiques. Voilà. Donc, on a des exigences de sécurité. Alors, le souci, c'est qu'en fait, ces exigences, finalement, c'est aux fabricants de les respecter. On considère que voilà, il y a des exigences où finalement l'objet en conditions normales d'utilisation ne doit pas nuire à l'enfant et la personne qui en est responsable, ça va être le fabricant. Donc, on est quand même sur, au niveau, si on regarde vraiment l'aspect polluant, vous allez voir juste après, on est sur des choses euh, relativement maigres, minces. La grosse partie en fait des exigences, ça va être vraiment sur la sécurité physique, pas de risque de brûlure, pas de risque de pincement, par exemple. Alors, euh, qu'est-ce qui est un article de puériculture au sens de la réglementation et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que finalement, quand on regarde cette définition-là, on pourrait dire, bah, finalement, tout objet destiné à des enfants de moins de 4 ans pourrait rentrer dans cette définition. Alors, pas vraiment. Qu'est-ce qu'un article de puériculture? Donc, ça va être tout ce qui est en lien avec l'assise, donc les sièges fixés sur un support, les transats, les chaises hautes, les réhausseurs, les balancelles, les hamacs, tout ce qui va être de l'ordre de l'hygiène, donc baignoire, siège, anneaux et transats de bain, ainsi que table allongée, tout ce qui va être en lien avec le couchage, berceau, couffin, cododo, les lits, les réducteurs de lit, les cales bébés, à tout ce qui est en lien avec le déplacement, porte-bébé, écharpe de portage, couffin, landau, poussette, les sièges qu'on ajoute sur les poussettes, les trotteurs et les sièges pour vélo. Et tout ce qui relève de la sécurité, comme les barrières de sécurité, les harnais, les parcs, les thermomètres de bain. D'accord? Et étonnamment, il y a certains articles qui sont vraiment autour de bébés et qu'on pourrait se dire, bah ça fait partie des articles de périculture. Eh bien, ces articles, non, ils relèvent d'une autre législation. Tout ce qui est coussin de chaise haute, coussin de chariot, décoration mobilier, ne sont pas considérés comme des articles de puériculture. Tout ce qui va être sucette, attache sucette, anneau de dentition, ils ne sont pas considérés non plus. Ils sont sur une autre législation. Tout ce qui est peau, brosse à cheveux, tout ce qui est gants pour les toilettes, brosse à dents, matelas allongé, ça n'en est plein non plus. Tout ce qui est drap, oreiller, couverture, tour de lit, matelas, gigoteux, c'est pas non plus des articles de puériculture au sens de la législation. Tout ce qui est habits et chaussures non plus. Et tout ce qui est cache-prise, coin de table, moustiquaires, ombrelles, etc. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire qu'il y a une législation au niveau des articles de puériculture, mais tous les articles destinés aux jeunes enfants ne sont pas des articles de puériculture. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais voilà, c'était un petit peu pour dire que c'est pas si simple de s'y retrouver.
Alors, donc là, si je prends vraiment les articles de puériculture, pas au sens de la législation, mais au sens de tout ce qui tourne autour de bébés, bah, finalement, les règlements au niveau des polluants, où les polluants sont nommés de façon individuelle et où on a vraiment des limites précises, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tout ce qui va être en contact avec la peau de bébé ou la bouche de bébé, comme par exemple les couches, les vêtements, les doudous, les matelas, le linge de toilette, eh bien, on a un type de polluant, une famille de polluants, les colorants azoïques, qui sont interdits dans ces articles-là. Alors, c'est interdit dans ces articles-là, mais ce n'est pas spécifique aux enfants, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont également interdits dans les matelas pour plus grands, pour les adultes. Globalement, cette législation, c'est pour les articles en tissu et en cuir, en contact avec la peau ou la bouche, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Alors, ces colorants azoïques, le souci, c'est qu'ils libèrent en fait des composés qui sont cancérogènes, c'est-à-dire qu'à force d'y être exposé, eh bien, ça augmente notre risque de développer un cancer. Donc là, on a une législation au niveau de tout ce qui contact avec la peau, au niveau des colorants azoïques. On a également une législation au niveau des phtalates. Alors, les phtalates, c'est une famille de polluants. Donc, c'est des plastifiants. On les retrouve dans les plastiques, notamment le plastique qu'on appelle PVC. Et donc, les phtalates, leur souci, c'est quoi? Bah, c'est que bon nombre d'entre eux, voire la plupart, sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que quand ils pénètrent dans le corps, ils peuvent perturber le fonctionnement de nos hormones. Donc, les phtalates, oh, excusez-moi. Donc, les phtalates sont interdits dans les jouets et articles pour enfants. Il y en a trois qui sont interdits. Donc, par exemple, dans dans les tétines, dans les jouets, dans les pots. Voilà, on a trois phtalates interdits dans les jouets et articles en contact avec les enfants. Et vous en avez trois autres qui sont, eux, interdits dans tous les articles que les enfants peuvent mettre à la bouche. Par exemple, les anneaux de dentition ou les tétines. Alors, attends, excusez-moi. Je... Pas ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. Alors, du coup, quel conseil? Au niveau des articles de puériculture, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il y a une législation, mais elle est vraiment très centrée sur la sécurité physique et que finalement, sur les polluants, c'est assez mince. Donc, quel conseil on peut donner sur les articles de puériculture en général? Alors, quand on a la possibilité, on va préférer les articles lavables. Pourquoi? Parce que finalement, ces produits-là, quand ils sont produits, eh bien, ils sont produits dans une usine et il faut qu'ils soient transportés pour arriver jusqu'à vous. Ils sont éventuellement stockés. Donc, l'idée, c'est que pendant ce temps-là, de la sortie de l'usine jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous, le consommateur, eh bien, il ne faut pas qu'ils aient été dégradés, par exemple, par des insectes ou par des moisissures. Donc, en fait, on va les traiter. Et si l'article est lavable, eh bien, vous enlevez une bonne partie de ce traitement lors d'un passage en machine à laver. Donc, c'est vrai que quand vous avez un produit de périculture, un objet de périculture qui existe en lavable, bah, c'est intéressant. Je prends par exemple si je prends le matelas allongé. Vous en avez certains qui ne sont pas déhoussables. Vous en avez d'autres qui sont déhoussables où vous pouvez laver. Bah, c'est plus intéressant de se tourner vers un article lavable. On va vraiment respecter les consignes et choisir un produit adapté, adapté au poids, aux capacités et aussi à l'âge de l'enfant. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les articles de puériculture, vous avez quand même des tests qui sont faits pour qu'il n'y ait pas de migration de polluants, mais comme dans tous les articles qui existent de consommation. Et dans les articles destinés aux enfants les plus jeunes, eh bien, on teste également le transfert de ces polluants par la bouche, parce qu'on sait que les enfants plus jeunes, ils mettent des objets à la bouche, même quand ceux-ci ne sont pas destinés à l'être. Donc, c'est intéressant de vraiment choisir un produit qui est adapté, notamment en matière d'âge, parce que les produits destinés aux enfants les plus jeunes, on considère qu'ils pourraient être mis à la bouche par l'enfant,
Et du coup, il y a quand même des normes au niveau des migrations de polluants via la bouche. Et si vous vous tournez vers l'occasion, donc ça peut être très intéressant parce qu'il y a une partie des polluants qui a été évacuée, qui a dégazé, mais c'est quand même mieux de se tourner vers des articles relativement récents, plutôt de 2018 ou après. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on a une nouvelle réglementation au niveau des articles de puériculture et qui est un petit peu plus restrictive que les législations d'avant. Voilà. Donc, si vous vous tournez vers l'occasion, très bonne idée pour le porte-monnaie et pour l'écologie. Mais voilà, se dire, bah, si on peut choisir un article récent, c'est encore mieux. Alors, on va commencer. Oui, du coup, oui, il n'y a que 3 phtalates seulement interdits en effet. Voilà. Alors, pour les autres phtalates, on a des seuils de migration qui ne doivent pas dépasser quand même certaines normes. Voilà. Peut y avoir d'autres phtalates qui sont présents. Il faut juste s'assurer qu'il n'y en ait pas trop qui s'échappent dans l'air ou quand on met à la bouche. Mais oui, en effet, malheureusement, il n'y a que 3 phtalates interdits. Alors, enchaîner sur le sommeil et puis après, je fais une petite pause si vous avez des questions. Alors, déjà, le premier conseil pour tout ce qui concerne matériel de puériculture dans la chambre de bébé. Alors, c'est un conseil que je pense que vous avez entendu et réentendu, mais je le dis parce que c'est vraiment le conseil qui va être le plus efficace. Finalement, vous allez pouvoir avoir les meubles, les objets de décoration, les vêtements, etc., de bébé, les jouets qui vont possiblement émettre des polluants dans l'air. Et une manière efficace et simple, ça va être d'aérer la chambre de bébé 2 fois 10 minutes par jour. Une fois 10 minutes le matin, une fois 10 minutes le soir. Une fenêtre grande ouverte. Si vous avez la chance de pouvoir faire courant d'air avec 2 ouvertures, 5 minutes vont suffire. Et ça va être vraiment très efficace parce que ça va renouveler l'air et du coup, les polluants vont être évacués, d'accord? Et l'humidité également. Donc ça, c'est vraiment le conseil efficace et utile aéré. Alors ensuite, on peut faire un petit focus sur le matelas. Alors, les matelas pour bébé et les matelas en général, leur composition exacte est difficile d'accès. D'accord? Vous savez globalement si ils vont être en mousse, en latex, mais les autres produits qui ont été mis en tant qu'additifs, on n'y a pas vraiment accès. D'accord? Il n'y a rien qui oblige le fabricant à donner la composition exacte. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme polluant dans les matelas? Donc, il y a des études qui ont montré qu'on peut retrouver des retardateurs de flammes, des pesticides ou des composés organiques volatiles. Alors, leur présence ou non, leur quantité ou non, ça va dépendre un petit peu de la matière principale du matelas. Je vous dirai après quelles matières sont à privilégier. Là, c'est que bah, les acariens, ils adorent parce qu'un matelas, c'est humide, parce qu'un matelas, des petites peaux mortes humaines de sang, donc ils ont de quoi se nourrir. Et puis un matelas, c'est dans une pièce qui est relativement chaude. Donc il y a ce risque au niveau des acariens, qui sont du coup des polluants, parce qu'à force d'être exposé aux acariens, eh bien, on a plus de risques de développer une allergie. Alors, le conseil pour le matelas. Donc, ça va être, dans la mesure possible pour bébé, de préférer un matelas en laine ou en coton. Je vous montrerai après, si on n'a pas un matelas en laine ou en coton, quelles possibilités on a pour réduire les polluants. Les matelas en laine et en coton, ce sont ceux qui vont émettre le moins de polluants. Alors, on va choisir un matelas neuf et ferme. Ça, c'est plutôt pour une raison de sécurité, parce que si vous achetez un matelas d'occasion, il risque d'être trop mou, vu qu'il y a déjà un enfant qui s'en est servi, qui a dormi dessus. Et là, il y a vraiment un risque pour la sécurité de bébé, et notamment un matelas trop mou, ça augmente le risque de mort inattendue du nourrisson. Pourquoi? Parce que lors des premiers retournements, bah, bébé est couché sur le dos, il se retourne, donc il se retourne, il est sur le ventre. Et si le matelas est trop mou, il va avoir des difficultés à se remettre en position sur le dos, ou il va avoir des difficultés à tourner sa tête sur le côté. Donc voilà, là, je l'ai mis quand même. On est plus
sur de la sécurité, mais c'était important de le mettre. Et on va éviter les matelas traités, notamment les matelas traités anti-acariens. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces traitements anti-acariens, ce sont des pesticides. Ça vient rajouter des polluants dans le matelas que bébé va possiblement respirer. Et surtout, ça va être vraiment inutile pour prévenir l'allergie aux acariens. Parce qu'on, même mort, un acarien reste allergisant. Donc, si on veut prévenir l'allergie aux acariens, bah, ça va être toujours d'aérer, se dire qu'on aère, parce que du coup, ça va évacuer l'humidité et ça va aussi, avec le courant d'air, bah, faire partir les acariens. Et je peux, en complément, aspirer le matelas de temps en temps. D'accord? Euh, Quelques fois dans l'année pour bah, aspirer les acariens, par exemple. Voilà. Donc vraiment, traitement anti-acarien, ça va être inutile en prévention. Et puis, si on a un enfant qui a une allergie connue aux acariens, il existe des housses protectrices qui n'ont pas de traitement chimique, qui sont juste tissées de manière très, très fine et qui, elles, vont être très efficaces pour éviter les acariens. Mais ces housses, c'est vraiment pour les enfants qui ont une allergie connue. Voilà. Alors, je vous ai dit plutôt laine ou coton. Après, si vous avez un matelas en mousse, hein, c'est ce qu'il y a de plus fréquent, les mousses polyuréthane, pas de panique. Souvent, les matelas pour enfants, on rajoute une alaise. Et en fait, ça a été montré par des études que mettre une alaise, bah, ça va éviter que la majeure partie des polluants soient libérés. Donc, ça fait vraiment protection, cette alaise. Alors, si on veut une alaise imperméable, on va plutôt la choisir en polyéthylène, d'accord? Et plutôt qu'en PVC. Pourquoi? Le souci du PVC, c'est que c'est un plastique qui contient des phtalates, perturbateurs endocriniens. Donc, on va plutôt se tourner vers le polyéthylène, qui est également un plastique, mais qui est beaucoup plus sûr. Et puis, bah, une fois que bébé a acquis la continence, qu'il n'y a plus de risque de fuite de pipi au lit, on peut choisir une alaise en laine. Voilà. Et conseil aussi pour limiter les polluants, on lave la laise avant de l'installer neuve dans le lit de bébé. Voilà, pour enlever tous les traitements. Alors, au niveau du linge de lit et des vêtements de nuit, donc on va préférer les textiles en coton. D'accord? Pareil, on va les laver avant de les faire porter par bébé. Et on va vraiment éviter tout ce qui est imprimé plastifié. Sur les pyjamas body pour bébé, quand vous avez des dessins, vous avez soit des dessins qui sont brodés, donc ça, pas de souci, soit vous avez des dessins qui sont imprimés directement sur le tissu, pas de souci non plus, ou alors vous avez des appliques en plastique. C'est ceux en général qui vont se fissurer à la longue, hein, où le dessin se fissure. Et en fait, le souci de ces imprimés plastifiés, bah, c'est qu'il y a de forts risques qui contiennent à nouveau des phtalates. Donc, on va vraiment préférer soit broder, soit imprimer dans le textile directement, ou alors même pas imprimer du tout. Alors, dans le lit de bébé, alors, le conseil principal, mais là, c'est pas une question de pollen, ça va être que bébé est couché sur le dos dans une turbulette ou sur pyjama. On ne met pas d'oreiller, on ne met pas de couverture euh, tant que bébé est tout petit. Et après, des conseils qui sont valables à la fois au niveau santé-environnement et à la fois au niveau sécurité, c'est que on ne met pas de peluche dans le lit de bébé. D'accord? Alors, éventuellement, si l'on souhaite, on peut lui mettre un doudou, d'accord, qu'on a préalablement lavé, sachant que tant que bébé est vraiment tout petit et qu'il n'y a pas de séparation avec les parents, le doudou va pas forcément, va pas être utile en fait. Et voilà, pas trop de doudou. Alors pourquoi? Il y a un risque, s'il y en a trop, sécuritaire, avec un risque où bébé pourrait euh, avoir un doudou qui l'empêche de respirer s'il y a trop de doudou. Et puis au niveau des polluants, bah, les doudous, c'est du textile. Et la multiplication de textiles, ça va attirer la poussière. Dans la poussière, il y a quoi? Il y a les polluants les plus lourds qui restent dedans. Il y a les acariens qui sont présents. Donc, en fait, trop de textiles dans le lit, comme par exemple la présence de nombreuses peluches ou doudous, ça va favoriser la rétention des polluants et des acariens. Pareil pour le tour de lit. Donc, c'est déconseillé déjà par rapport à la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Et également, on est à nouveau
sur des textiles. Donc déjà des textiles qui eux-mêmes vont contenir des polluants. On rajoute un objet inutile qui contient des polluants. Et puis voilà, textile, euh, il y a toujours de la poussière qui s'y dépose, hein, voilà. On pense pas forcément à aspirer le tour de lit. Et puis du coup, qui dit poussière dit polluants les plus lourds et également acariens. Alors, toujours au niveau du sommeil, les tétines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des enfants en France ont une tétine. Les tétines, elles peuvent être en caoutchouc ou latex, c'est la même chose, hein, caoutchouc, latex, ou bien en silicone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bisphénol, perturbateur endocrinien, il n'y a pas de phtalate, perturbateur endocrinien, dans les tétines, qu'elles soient en caoutchouc ou en silicone. En revanche, ça a été montré que les tétines en caoutchouc ou latex, eh bien, il y a un risque qu'ils libèrent des nitrosamines, qui sont des polluants qui sont aussi cancérogènes. Alors, toutes les tétines en caoutchouc ne libèrent pas de nitrosamine. Mais il y a eu de nombreux rappels dans des pays européens ou des organismes indépendants, comme par exemple en France, c'est la répression des fraudes, hein, la DGCCRF, qui a fait des tests et qui a vu qu'il y avait des libérations de nitrosamine, donc a rappelé le produit. Sauf que quand vous achetez la tétine en latex, eh bien, vous n'avez pas moyen de savoir, parce que vous n'avez pas moyen de faire les tests, hein, de ces organismes-là, s'il y a libération ou pas. Donc, par principe de précaution, si bébé a une tétine, on va plutôt s'orienter vers des tétines en silicone, d'accord? Et après, pour des raisons de sécurité, on ne va pas coucher bébé avec un attache-tétine dans le lit, d'accord? Il y a un risque pour sa sécurité. Et on va changer la tétine tous les 2 mois ou si elle est abîmée. D'accord? Parce qu'en fait, quand la tétine est abîmée, il y aurait un risque que bébé en fait ingère des petites parties du silicone, d'accord? Ce qui n'est en effet pas bon pour la santé. Donc, si on voit qu'elle a été mordue, euh, griffée, enfin percée, on change la tétine. Et quand bien même si on voit pas qu'elle n'est pas abîmée, c'est quand même bien de la changer tous les 2 mois parce qu'au bout de 2 mois d'utilisation, c'est fort possible qu'elle ait des micro fissures. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces éléments, matelas, textile, tétine, avant qu'on passe au change? Moi, j'ai une petite question concernant notamment tout ce qui est anti-acarien. Oui. Est-ce que tout petit comme ça, on peut déceler qui sont du coup allergiques aux acariens et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à part l'aération et changer les draps régulièrement? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Parce que du coup, vous disiez qu'effectivement, on peut pas mettre, enfin, qu'il faut pas favoriser les produits qui sont déjà Oui. anti-acariens parce qu'ils ont déjà des produits dessus. Du coup, voilà, c'était un Ben, petit peu ma oui, question. alors du coup, alors je ne sais plus exactement quel âge. Il faut se tourner vers votre médecin traitant qui, lui, vous dira si l'enfant est ou pas trop jeune pour faire les tests chez un allergologue. Ça, c'est pour le côté déceler l'allergie. Et après, ce qui va être vraiment utile s'il y a l'allergie avérée, c'est tout ce qui va être housse au niveau du matelas, au niveau des oreillers. En fait, des housses qui englobent l'entièreté du matelas, l'entièreté des oreillers, qui sont des housses pardon, anti-acariens et qui sont tissées très finement et qui sont très efficaces chez les personnes qui sont allergiques. Je ne sais pas si ça répond à votre Oui, très question. bien. Merci. Et voilà. Et après, vraiment, s'il y a un doute et que c'est trop tôt pour le diagnostic de l'allergie, on peut aussi supprimer tout ce qui est nid à poussière dans la chambre. On va supprimer les tapis, on va supprimer s'il y a par exemple, une chaise en tissu. On va supprimer s'il y a des coussins. Parce qu'en fait, là où il y a de la poussière, il y a des acariens. Et dernière chose, pardon, on peut aspirer aussi avec un aspirateur, avec un filtre HEPA qui piège les acariens. Globalement, si vous avez acheté un aspirateur ces 5 dernières années, il sera forcément HEPA. Voilà. Ça piège les acariens alors que les aspirateurs plus anciens, c'était pas assez fin le filtre et ça relarguait les acariens. Voilà.
Merci de votre question. Alors, le change de bébé. Donc là, sur le change, Je on suis va être désolée, sur... si j'en Oui, avais encore une autre. bien sûr, allez-y, Comme oui, bien d'autres sûr. compos, j'en ai encore une autre. Concernant les tétines, quand les enfants utilisent plusieurs tétines, Oui, bon, du coup, le délai de 2 mois, je pense, peut être rallongé. tout à Mais si fait. elle n'est pas abîmée et qu'elle convient encore à la morphologie de bébé, est-ce qu'il faut quand même la changer? Alors, si vous, non, c'est conseillé que même si ça convient à la morphologie de bébé, s'il y avait qu'une tétine utilisée, de changer tous les 2 mois, parce qu'en fait, ce qui a été montré, c'est on voit pas à l'œil nu, mais il y a quand même le, la tétine est quand même abîmée, et du coup, il y a un risque d'ingestion de micro-bouts de silicone. C'est vraiment du principe de précaution. Ok, merci. Voilà. Alors, au niveau du change, pour tout ce qui est produits d'hygiène et cosmétiques, là, on a une réglementation qui existe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réglementation, elle est européenne. Vous avez bon nombre d'ingrédients qui sont interdits quand ils sont perturbateurs endocriniens, quand ils sont allergisants, quand ils sont irritants, quand ils sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Encore faut-il que du coup, ils aient été reconnus comme tels par l'Europe et parfois c'est un petit peu compliqué. Mais vous avez quand même bon nombre d'ingrédients interdits parce qu'ils présentaient un risque pour la santé. Tous les produits change pour bébé sont considérés comme des produits cosmétiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la réglementation européenne, les produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de 3 ans, ils vont avoir une évaluation spécifique. C'est-à-dire que vous avez interdiction de certains ingrédients qui sont autorisés dans les produits pour plus grands. Et vous avez aussi des tests de sécurité qui sont beaucoup plus restrictifs. Donc, les produits cosmétiques pour les moins de 3 ans, donc cosmétiques, c'est hygiène hein, également, hein, c'est pas que le maquillage, sont plus protecteurs. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de se tourner vers, pour les tout petits, à des produits pour les tout petits. Après, si on choisit des produits adultes et qu'on les choisit labellisés, par exemple Cosmos Natural, Cosmos Organique, EcoCert, là, vous avez aussi un cahier des charges très protecteur. D'accord? Mais si on choisit non labellisé, c'est vrai que c'est bien de choisir des produits quand même spécifiques. Ouais. Alors, ce qu'il faut, petite parenthèse comme ça, mais pour les cosmétiques, vous avez juste deux types de produits qui ont une réglementation plus stricte, les produits pour les moins de 3 ans et les produits destinés à l'hygiène intime. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu et revu, mais je voulais le redire au cas où. On va éviter les lingettes jetables. Pourquoi? Liste d'ingrédients souvent très longue, bien que vous ayez quand même maintenant des lingettes qui sont améliorées. Mais même s'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, les lingettes sont toujours très imprégnées en produits. Et en fait, vous avez sur la lingette beaucoup plus de produits que si vous utilisiez un produit en flacon pompe. Donc, vous mettez des grosses quantités. Les lingettes, elles sont très imprégnées, donc souvent, quand vous nettoyez les fesses de bébé avec, bah, ça reste très humide. Et en fait, humidité sur les fesses, plus après le fait de remettre une couche, c'est les conditions qui favorisent les érythèmes fessiers. Et après, on n'a jamais envie que son enfant ait un érythème, hein, c'est douloureux pour lui. Et puis en plus, après, on doit rajouter des produits. Et en plus, les lingettes, le défaut qu'elles ont, c'est qu'elles sont sans rinçage. Alors après, le titre n'est pas bon. C'était liniment, hein. Vous l'avez reconnu. Alors le liniment. Il y a eu un grand engouement pour le liniment. Pendant longtemps, c'était mieux que les lingettes, sauf que finalement, maintenant, on a des listes très variables. Normalement, le liniment, c'est 2 ingrédients. Maintenant, vous avez des liniments où il y a 15 ingrédients dedans. Donc, finalement, est-ce que quand on a 15 ingrédients dans un liniment, est-ce mieux qu'une lingette? Bah, pas sûr. À nouveau, on est sur un produit sans rinçage. On est un produit qui est sans tensioactif, donc c'est-à-dire qu'il ne nettoie pas. Donc, en fait, on a eu certains parents, par mésusage, où en fait, ils ne changeaient les fesses de bébé qu'au liniment. Et du coup, comme on espace les bains, hein, ce qui est conseillé, eh bien, les fesses n'étaient pas nettoyées et peut y avoir prolifération de levures, par exemple, qui amènent des infections cutanées. C'est un produit qui est gras dans un emballage en plastique. Et comme on n'est pas sûr de la composition de l'emballage, bah, pourrait y avoir migration des composés de l'emballage dedans, hein. Ça, c'est pas prouvé, mais par analogie avec d'autres substances grasses mises dans le plastique, on se dit qu'il y a de fortes chances que ça puisse arriver.
Et puis pareil, on pourrait se dire, bah, je vais faire mon liniment maison hein, pour être sûr des ingrédients dedans, mais quand on fait maison, il y a un risque que ça se déphase. Et donc le liniment, c'est de l'huile d'olive et de l'eau de chaux. Et quand c'est pas bien mélangé, c'est l'eau de chaux qui arrive en premier. L'eau de chaux, ça brûle. Donc là, il y a un risque de brûler les fesses de bébé. Donc le liniment, occasionnel, pourquoi pas, d'accord? Uniquement sur la zone du siège de bébé, pas de massage avec, pas de débarbouillage avec, parce que là, ça peut faire des petits boutons, hein. Sur une peau toujours saine, si bébé a un érythème, pas de liniment, parce que ça peut cuire l'érythème, entre guillemets, et on va vraiment éviter de le faire soi-même. Donc, le conseil pour le change de bébé, bah, l'idéal, ça va être en cas de pipi, juste à l'eau claire, et puis on sèche bien après, d'accord? Et en cas de sel, on va préférer un savon sur gras. Là, je vous ai mis par exemple un savon d'Alep. Après, n'importe quel savon sur gras ira. Savon sur gras solide, savon sur gras liquide, d'accord? C'est très bien. Et surtout, le savon, l'avantage, c'est que ça se rince. Donc finalement, on peut être un peu moins, comment dire, attentif à la composition, même si finalement on a un savon avec une composition un peu longue, vu que ça se rince et que finalement le temps de contact avec la peau de bébé est très faible, ça peut aussi enlever une pression. Se dire, voilà, je suis pas obligée d'analyser la compo de mon savon. De toute façon, ça reste que quelques secondes sur la peau. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de, il y a pas le temps que ça pénètre dans son organisme. Et ce qui est vraiment important, c'est de bien sécher les fesses de bébé pour prévenir l'érythème. Donc voilà, de l'eau en cas de pipi, on ajoute du savon sur gras en cas de caca, et puis on pense à bien sécher les fesses de bébé. Et on peut aussi, par exemple, pour éviter de trop y réfléchir, choisir de nettoyer ses fesses avec le même savon qu'on utilise lors du bain de bébé. Alors, si je passe aux couches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, pareil, la sécurité des couches mises sur le marché, c'est assuré par les industriels. C'est à eux de fournir, en fait, les tests qu'ils ont effectués, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les couches? Toutes les couches ont des produits d'origine naturelle qui ont été blanchis par traitement et des produits pétrochimiques d'origine synthétique. Alors, en quantité plus ou moins variable. Plus la couche est labellisée, plus la couche est écologique, plus la part de produits d'origine naturelle va être importante, mais vous avez quand même toujours dans la couche des produits pétrochimiques, donc c'est-à-dire du plastique, hein, qui est d'origine synthétique. Vous n'avez pas de couche qui est 100% naturelle, 100% biodégradable à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contaminants dans les couches? En fait, vous avez soit des substances ajoutées volontairement par les industriels. Vous n'en avez que deux. Vous avez les parfums, mais il n'y a plus trop de couches. Je pense qu'il y en a même peut-être plus. Soit les parfums, soit les lotions. En fait, si votre couche, elle est parfumée, si votre couche, elle a une lotion, ça va être écrit dessus. Dans ce cas-là, vous avez des substances contaminantes qui sont rajoutées par les industriels, notamment en fait des substances parfumantes, hein, qui peuvent être allergisantes, irritantes ou perturbateurs endocriniens. Donc, les substances ajoutées par les industriels volontairement qui sont à éviter, c'est avec les lotions ou les parfums. Mais la plupart des contaminants dans les couches, ça va être soit des contaminations de la matière première. Si par exemple vous avez une couche qui est à base de cellulose naturelle, donc la cellulose qui est issue de bois, si dans le bois il y a des pesticides, vous retrouvez des pesticides par exemple dans votre couche. Et puis vous avez aussi des contaminations quand vous fabriquez la couche. Par exemple, au moment où vous collez toutes les parties entre elles, vous allez chauffer à très haute température et le fait de chauffer à très haute température, ça peut faire apparaître des polluants, par exemple des dioxydes. Donc en fait, la plupart des polluants, soit ils étaient dans les matières premières, soit c'est au moment de la fabrication qu'ils sont venus contaminer, mais ce n'est pas des produits volontairement ajoutés par les industriels. C'est pour ça que c'est compliqué aussi parfois de les retirer. Alors, note positive. Il y a eu, je pense, si vous vous en souvenez, en fait, au milieu des années 2010, vous avez eu beaucoup d'associations de consommateurs qui ont publié en fait des résultats en montrant les contaminants qui étaient présents sur les couches, dans les couches, pardon.
Suite à ça, en 2019, vous avez l'ANSES, qui est l'agence nationale qui s'occupe de la santé environnementale en France, qui s'est saisie de ça, qui elle aussi a fait des tests sur énormément de couches, qui a lu un petit peu tout ce qui se faisait comme études sur les couches. Et suite à son rapport, eh bien, elle a demandé aux industriels d'améliorer la qualité des couches. D'accord? Donc ça, c'était en 2019. En 2020, la répression des fraudes, du coup, a pris une trentaine de marques de couches, les vendues en France, les analysées. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Une amélioration de la qualité des couches. Il n'y avait plus aucun dépassement des seuils sanitaires pour les substances. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tous ces contaminants-là, ils étaient tous à des niveaux bien inférieurs au niveau qui pourrait provoquer des effets sanitaires. D'accord? Donc ça, c'est positif. Et autre chose qui est positif, c'est que l'ANSES, en 2019, elle avait regardé un petit peu les études qui existaient sur les couches et elle a vu que, bon, il y avait quand même quasiment une cinquantaine d'années de retour sur les couches jetables, notamment les études américaines, et on a vu qu'on n'a jamais montré de lien entre le fait de porter des couches jetables et des effets sur la santé. D'accord? Donc voilà ce qu'il y a à retenir. Alors, cependant, je vais vous donner des conseils. Donc, on va éviter les couches parfumées ou avec lotion, hein, comme je vous ai dit, parce que ça, c'est des produits rajoutés qui contiennent souvent des polluants. On va changer régulièrement les couches et les choisir suffisamment absorbantes pour prévenir l'érythème de fessier de bébé. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce qu'en fait, si bébé a un érythème, la peau est plus perméable, on va devoir appliquer des produits. Donc, on l'expose à nouveau à des substances. Après, au niveau des couches, si vous voulez choisir quelle marque de couche, le premier conseil, ça va être de privilégier les fabricants qui publient les résultats des tests toxicologiques. En fait, n'hésitez pas, vous vous dites, tiens, cette marque-là, elle m'a l'air pas mal, elle me plaît. Tapez sur Internet la marque, allez sur le site de la marque et regardez si ils ont publié les tests des résultats. D'accord? Est-ce qu'ils ont... c'est facile à trouver, hein, les marques à mettre ça en avant comme argument de vente. Donc, en fait, vous cliquerez et puis vous aurez la fiche avec les résultats du labo qui vous dira qu'on n'a pas retrouvé de dioxine, de furane, de formaldéhyde, etc. Donc, ça, c'est vraiment... l'idée, c'est de se dire que plus la marque est transparente avec les tests qu'elle a donnés, meilleurs sont ses tests. Et puis, en cas d'absence de test, il y a des labels qui sont intéressants, d'accord, qui vont limiter la présence de substances préoccupantes. Vous avez Ocotex, vous avez TCF, donc c'est Totally Chlorine Free, vous avez le Nordic Ecolabel, vous avez l'Ecolabel européen, d'accord? Alors, les labels, c'est intéressant, ils sont fiables, mais ils vont agir que sur certaines substances. Quand vous avez le test, c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça, vous avez vraiment accès à tout. Après, le test, il n'y a pas besoin d'être toxicologue pour le lire. En général, ils vous ont mis tout, mais sur la première page, ça avait été écrit en toutes lettres, absence de dioxyde détecté, pardon, absence de furane, hein, ça va être, ou parfois, il y avait même écrit absence des X substances recherchées. D'accord? Alors, et EcoCert, alors peut-être que je me trompe, mais il ne me semble pas qu'il certifie les couches. Après, peut-être vous l'avez... alors, si vous l'avez vu, c'est que c'est moi qui l'ai oublié. Et du coup, Je c'est crois fiable. pas. Pour moi, je Oui, suis d'accord pour moi, EcoCert, c'est uniquement cosmétique et produits ménagers, il me ouais. semble. C'est sur les couches non plus. Oui, oui, donc voilà. Donc, c'est pas, il y a pas, les couches ne sont pas certifiées EcoCert. Il n'y a pas de cahier des charges couches. Hop, voilà. Alors, les couches lavables, elles sont moins coûteuses. Elles sont globalement de meilleure composition, hein. Elles ont un moindre impact environnemental. Par contre, juste vigilance sur le choix de la lessive. Alors, pour les couches, pour les couches lavables, on va préférer des couches labellisées, au moins pour la partie absorbante, hein, qui est en contact direct avec bébé. Pour la partie extérieure, c'est moins problématique. Par exemple,
vous avez pas mal de couches lavables où la partie absorbante est labellisée au Cotex. On va éviter de les laver avec de l'assouplissant ou des huiles essentielles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assouplissant, ça va être inutile à des températures basses. Euh, donc, les parties extérieures des couches, par exemple, peuvent être lavées à 30 ou 40. Donc, il n'y a pas d'utilité à mettre de l'adoucissant. L'adoucissant, ça va être vraiment très, très chargé en parfum. Si vous souhaitez quand même éviter le calcaire, vous pouvez remplacer par du vinaigre blanc, d'accord, non parfumé. Et puis, pareil, pas d'huile essentielle. Ça rajoute des parfums. Et puis, si vous lavez à 60 degrés, de toute façon, les huiles essentielles seront détruites. Le conseil, ça va être de stocker les couches sales à sec pour éviter le développement des moisissures, de laver les parties absorbantes à 60. Les autres parties extérieures peuvent être lavées à 30 ou 40 avec votre machine habituelle. De ranger les couches propres bien sèches et dans un endroit bien sec et ventilé. Ça, c'est pour aussi éviter le développement des moisissures. Parce qu'en fait, les moisissures, c'est un petit peu comme les acariens. Plus on y est exposé, plus on a de risque d'y développer des allergies. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le change? Et puis sinon, on enchaîne sur la dernière partie, l'éveil. Juste tout à l'heure, vous avez évoqué les savons sur glace et aussi bien savon solide que liquide. Oui, 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 tout à fait. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les savons solides sont moins chers et, euh, et avec moins d'ingrédients. Mais liquide, c'est très bien aussi. C'est plus pratique en général. Alors, l'éveil. Pour les jouets, donc les jouets, ils ont une réglementation spécifique, d'accord? Alors, ce qu'on considère comme jouet, ça va être tout. Pardon. Voilà. Donc, en fait, c'est tout objet qui va être conçu pour être utilisé exclusivement ou non à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. Donc là, à nouveau, c'est le fabricant qui doit respecter la réglementation et doit écarter les risques et les dangers. Euh, Très important, le label CE, donc sur les jouets, donc c'est au niveau de l'Europe, qui atteste que le jouet a été conçu et réalisé conformément aux exigences essentielles de sécurité. Ça, c'est vraiment la base à vérifier. Alors là, vous voyez, il est sur fond européen, mais souvent il est noir sur fond blanc. Donc, avant, c'était facile, on voyait CE, on se disait c'est bon, ce jouet, il est conforme à la réglementation européenne. Sauf que vous avez des fabricants qui ont créé le label China Export, vous voyez, qui ressemble fort au CE et qui peut tromper le consommateur, sauf que ça n'apporte pas les mêmes garanties. Pour bien reconnaître le CE, c'est qu'en fait, le C et le E sont assez écartés, comme s'ils étaient dans deux cercles imbriqués. Voilà, je vous le montre. Euh, Parce que, bah voilà, si je vous dis de vous fier au CE et puis que vous voyez celui de droite, on dit, bah oui, c'est bon, alors que c'est en fait le Channel Sport, on peut se faire avoir. Alors, au niveau de la réglementation, vous avez une réglementation au niveau de la sécurité. Pour les enfants de moins de 36 mois, il y a une histoire de diamètre pour éviter que quand l'enfant mette à la bouche, il l'avale. Et pareil au niveau des polluants, on considère que les jouets pour les moins de 3 ans peuvent être mis à la bouche. Et du coup, on teste aussi la migration des polluants par la salive. Au niveau de la sécurité, le conseil, ça va être vraiment de respecter, de ne pas donner de jouets interdits aux moins de 3 ans à des enfants de moins de 3 ans. Faire attention quand vous avez des enfants d'âge différent, bah, que les plus petits n'aient pas accès aux jouets des plus grands. Et il y a des objets qui ne sont pas des jouets, donc qui n'ont pas la réglementation et qui y ressemblent. En fait, vous avez certains cadeaux publicitaires ou objets de décoration qui peuvent ressembler à des jouets. D'accord? Alors, ça date maintenant, il y a plusieurs dizaines d'années, je pense. Vous aviez une marque de cosmétiques qui offrait des oursons euh, en cadeau ou en fidélité, je sais pas. Et du coup, par exemple, ces oursons n'étaient pas considérés comme des jouets et ne répondaient pas à la réglementation, étaient considérés comme des objets publicitaires. Du coup, beaucoup moins sûrs.
Alors, au niveau des jouets, le conseil, ça va être de choisir un lieu d'achat ou un site de confiance. D'accord? Pareil, se méfier du prix. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, un type de jouet et que finalement vous voyez qu'ils sont tous à peu près dans une gamme de prix et tout d'un coup sur un site vous le trouvez 5 fois moins cher, méfiance. Ne pas hésiter si vous l'achetez dans un magasin physique ou si vous l'achetez de seconde main à manipuler un peu le jouet pour voir déjà au niveau de la sécurité, puis à bien le regarder. Par exemple, si vous achetez un jouet d'occasion, qui ne soit pas abîmé, que la peinture ne s'écale pas, que le plastique ne soit pas collé. Et puis bien respecter l'âge. Donc on va éviter tout ce qui est objet de décoration, objet de collection et cadeaux publicitaires qui, eux, ne sont pas des jouets, même s'ils ressemblent, avec une législation qui est beaucoup moins restrictive. Alors, au niveau des jouets et des polluants, dans les peintures, les jouets qui sont destinés à être mis à la bouche ou qui peuvent être mis à la bouche, le maquillage pour enfants et les feutres, vous avez 20 composants qui vont être interdits au-delà du seuil détectable. D'accord? Par contre, donc, c'est le type de jouet qui a le plus de restrictions. Ce qui peut être mis à la bouche, le maquillage, les gouaches et les feutres. Après, vous verrez, hein, il y a quand même des matières de jouets qui sont à privilégier par rapport à d'autres, mais finalement, on peut retrouver des polluants dans toutes sortes de matières de jouets. Dans les jouets en tissu, on peut retrouver des retardateurs de flamme. Dans les jouets en plastique, on peut retrouver des phtalates ou des bisphénols. Dans les jouets en bois, notamment en contreplaqué, on peut retrouver du formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un cancérogène. Phtalate, bisphénol, des perturbateurs endocriniens. Retardateurs de flamme, certains sont aussi cancérogènes. Alors, j'ai pris catégorie par catégorie. Au niveau des peluches, pareil, au contexte, très intéressant de choisir pour les tout petits. Alors, ce que je donne comme conseil, ça va être valable pour vraiment les jeunes enfants, les enfants de moins de 2 ans, par exemple, moins de 3 ans. Après, c'est plus compliqué d'appliquer ces conseils-là parce que vous voyez, c'est assez restrictif, mais sachant que finalement, on est plus sensible aux polluants on est plus sensible aux polluants de 0 à 2 ans qu'après. Voilà. Pas de panique aussi si après on respecte moins ces conseils quand les enfants grandissent. Donc, au cotex pour les peluches, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, bébé n'a pas besoin de doudou avant qu'il y ait séparation avec les parents, qui soient gardés par quelqu'un d'autre que ses parents. Mais il n'a pas besoin de cet objet transitionnel. Vous n'êtes pas obligé de lui donner tout de suite. Et puis, les peluches, se méfier, ça peut être des nids à poussière ou du coup pourraient se loger des acariens ou les polluants les plus lourds. Donc, ne pas les multiplier, ne pas les mettre euh, en trop grande quantité et puis les laver de temps en temps. Donc, conseil peluche et doudou, laver la pluche avant de la donner à l'enfant pour lui retirer tous les traitements qui étaient possibles, ne pas multiplier les peluches et puis les stocker à l'abri de la poussière pour éviter justement qu'ils prennent la poussière, éviter polluants les plus lourds et acariens. Alors, pour les poupées et poupons, chez les plus jeunes enfants, on va préférer les poupées en tissu. Pourquoi? Parce que malgré tout, le tissu, il y a quand même moins de polluants que dans les jouets en plastique, surtout que la plupart des poupons sont plutôt en PVC, où on peut retrouver du coup des phtalates. Donc, chez les plus jeunes, on va préférer les poupées en tissu. En plus, ça peut être lavé, donc ça, c'est intéressant. On va vraiment éviter les poupons parfumés. Vous avez beaucoup de poupons parfumés à la vanille, parfumés à la fraise, avec des odeurs qui persistent longtemps, longtemps. Moi, en atelier, il y a des papas ou des mamans qui me disent: ah bah oui, mes parents ont ressorti mon poupon de quand j'étais petit, il sent encore la vanille. Vous imaginez quantité de parfum qu'il y a pour que 20-30 ans après, ça sente encore la vanille. Et puis, bah, du coup, le poupon, la poupée, le laver avant de la donner à l'enfant quand cela est possible. Et du coup, c'est possible quand c'est en tissu, donc c'est pour ça que le tissu, c'est intéressant. Au niveau des jouets en bois, donc chez les plus jeunes, c'est ce qu'on va préférer, plutôt le bois brut que le bois contreplaqué. Donc du bois où c'est dans un seul morceau plutôt que vous voyez des empilements de bois. Idéalement non vernis. Soit ils sont non peints, soit peints avec des peintures de qualité alimentaire, c'est très bien aussi. Et le jouet en bois, on va le sortir de son emballage et l'aérer un peu avant de le donner à l'enfant. Quelques jours, on l'aère.
Si on a la chance d'avoir une pièce comme un grenier ou une buanderie, on peut laisser le jouet là un peu qui ventile, qui l'aère, qui évacue un peu une partie de ses polluants. Pour les jouets en plastique, on va vraiment éviter au maximum chez les tout petits les jouets en PVC. Comment vous repérez qu'un jouet est en PVC? Si c'est du plastique, vous avez en fait ce petit triangle avec un chiffre dedans et puis écrit PVC. Donc le numéro 3, c'est PVC. Normalement, ce petit triangle, il sert plus pour les centres de tri qui sachent quel type de plastique c'est pour savoir comment le recycler. Mais du coup, bah, ça peut être une bonne aide pour le consommateur. Donc, on va vraiment éviter le PVC. Si vous n'avez pas accès au jouet parce qu'il est emballé, vous ne savez pas en quelle matière c'est, vous pouvez vous fier. Il y a des jouets où il y a des mentions dessus sans phtalate ou sans PVC. Et puis pareil, même si vous l'achetez en magasin physique, n'hésitez pas en amont à regarder un petit peu sur le site internet parce que euh, euh, c'est fort possible que la composition soit indiquée. Ils vous diront quel type de plastique c'est. PVC, c'est polyvinyle, enfin chlorure de polyvinyle, parce que parfois il est écrit sous ce nom. Et on va préférer les jouets qui sont teintés dans la masse où c'est directement le plastique qui est teint et pas que c'est peint par-dessus. Pourquoi? Parce que si la peinture s'écaille, bébé peut l'ingérer. Et pareil, en plastique aussi, on va sortir le jouet de son emballage pour l'aérer. Pour les jouets de seconde main, on va préférer les jouets de 2016 ou plus récents. La législation des jouets a changé en 2016 et vous avez beaucoup de substances problématiques qui ont des seuils minimums à respecter. Donc en fait, vous avez dans les jouets de 2016 ou après, vous avez une législation qui limite bien mieux les polluants que dans les jouets plus anciens. Et puis, on va éviter les jouets abîmés, collants ou jaunis, d'accord? Parce qu'en fait, si le jouet est abîmé, il y a un risque pour la sécurité. Si le jouet s'écaille, il y a un risque que l'enfant ingère les peintures. Si le jouet est collant ou jauni, c'est-à-dire que le plastique a mal vieilli et que du coup, là, pareil, il y a un risque que le plastique libère certains plastifiants plus facilement. Et puis, on est attentif à l'âge, même en seconde main. On n'hésite pas à consulter de temps en temps le site Rappel Conso. Donc, c'est le site euh, de la, pardon, de la DGCCRF, pardon. Donc là, je vous l'ai mis. Puis vous tapez Rappel Conso dans votre moteur de recherche et en fait, vous avez un onglet articles de puériculture et dedans, vous avez tous les produits qui sont au rappel. Par exemple, là, vous aviez des surligneurs pour enfants. Il y avait un problème, en fait, le produit contenait des phtalates à des niveaux supérieurs à ce qui est toléré. Hein, je vous avais dit que du coup, il y a des limites pour tout ce qui est feutre, peinture, etc. Donc, vous avez des risques chimiques, mais par exemple, sur l'ourson, là, qui est en deuxième, là, c'était un risque d'étouffement. Il y avait un problème des petits éléments, alors que c'était pour les jeunes enfants. Donc, ce site, c'est intéressant. Voilà, faut prendre un peu de recul, parce que vous avez des rappels tous les jours. Ça peut être un peu anxiogène, mais au moins, vous avez l'information fiable. Et du coup, quand le produit est au rappel, vous pouvez le ramener pour un remboursement. Donc voilà, au niveau des labels des jouets, il y a le CEA minimum. Après, vous avez le OCOTEX pour tout ce qui va être textile. Ça interdit les métaux lourds, les composés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, ainsi que les pesticides. Après, vous avez le GS. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un organisme indépendant qui a vérifié que les normes CE sont respectées. Parce que quand vous avez le label CE, c'est le fabricant lui-même qui a dit bah, je respecte les normes. Donc là, ça rajoute une sécurité complémentaire, le GS. Vous avez le NF Petite Enfance. Donc ça, c'est un cahier des charges plus sévère au niveau de la sécurité et de la qualité. Ça ne concerne que les jouets premier âge, les jouets de plein air et les articles de puériculture, comme définis au début. D'accord, par exemple, les tututes, ça n'en fait pas partie. Et puis, vous avez le Spielboot, qui est assez rare, qui garantit un jouet sans substance toxique. Mais voilà, les labels, par exemple le Spielboot ou le NF Petite Enfance, sont assez rares à trouver sur tous les jouets, mais on peut se dire que vraiment pour les tout jeunes enfants, ça peut être intéressant d'essayer au maximum de se tourner vers des jouets labellisés. Hop, donc j'en ai fini. Si vous avez des
questions, eh bien, n'hésitez pas. J'ai gardé un petit peu de temps pour justement que vous puissiez poser vos questions. Non, c'était très clair, merci. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que là, j'ai fait vraiment une très grande liste de conseils pour, euh, pour réduire, pardon, pour réduire l'exposition des jeunes enfants aux polluants. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas voir comme il faut absolument respecter tous les conseils pour que bébé ne soit pas exposé aux polluants. Dites-vous que c'est autant de possibilités d'éliminer des polluants dans son environnement. Et qu'un polluant en moins, ça va être une chance en plus pour lui. Il ne faut pas le voir comme la liste de absolument devoir tout respecter, mais vous dire que bah voilà, si pour les jouets, bah finalement bébé, il a du plastique, bah peut-être que je peux agir sur le matelas ou je peux agir sur le produit pour le change. Voilà, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais se dire, voilà, il faut les voir comme autant de possibilités de réduire les polluants dans l'environnement de bébé. Super, ben, merci beaucoup, Hélène. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. S'il n'y en a pas, on va mettre fin au webinaire. Comme je disais, il a été enregistré, donc dès demain, je vous enverrai le lien vers le replay. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on va arrêter là, du coup. J'arrête l'enregistrement.